J'ai remarqué que lorsque Trump a été élu pour la deuxième fois, il y a eu un certain optimisme prudent à Moscou. J'imagine que l'hypothèse, ou l'espoir, était qu'un siècle de conflit entre les États-Unis et la Russie pourrait prendre fin, car une grande partie de ce conflit, bien sûr, concernait le communisme. Puis après la guerre froide, il s'agissait de préserver, en somme, l'architecture de sécurité issue de la guerre froide, ce qui a fini par raviver la même logique de guerre froide avec la Russie. Mais l'idée que, dans un monde multipolaire, Russes et Américains puissent réellement être amis, sinon alliés, était séduisante, qu'ils puissent peut-être s'attaquer à la racine du conflit. Cependant, la foi en Trump s'est affaiblie. Il continue de parler de sanctions contre la Russie, de la nécessité de faire pression sur son économie. Il y a encore des armes américaines utilisées contre la Russie. C'est la CIA qui gère les opérations de renseignement. Nous avons vu cet article du New York Times affirmant que Trump avait donné le feu vert pour attaquer les raffineries et les navires russes. Je veux dire, nous avons franchi la ligne depuis longtemps. Ce qui était autrefois une guerre par procuration est désormais très direct. Et maintenant, bien sûr, il parle d'embarquer à bord des navires russes, ce qui est une étape importante. On ne peut pas simplement laisser passer ça, car si c'est accepté, cela devient la nouvelle norme. Soudainement, tous les navires russes en mer pourraient être interceptés. On entend même une rhétorique plus agressive de la part des Européens maintenant, disant « Oh, nous pouvons aussi monter à bord de leurs navires. Nous pouvons faire en sorte que cela paraisse légal. » Je veux dire, est-ce qu'on se dirige vers une guerre majeure? Oui, je veux dire, c'est vrai. Nous traversons une période extrêmement dangereuse, vraiment très dangereuse. Écoutez, j'étais de ceux qui partageaient, vous savez, une sorte d'optimisme prudent, pensant que Trump était sincère dans sa volonté de paix. Je le pensais vraiment. Je savais qu'il devait affronter l'État profond, mais je croyais que c'était Donald Trump contre l'État profond. Et je pense que les Russes le croyaient aussi. Mais ce que nous découvrons, c'est que Donald Trump ne s'est pas seulement entouré de personnes russophobes, des personnalités qui non seulement ne croient pas aux bonnes relations, mais cherchent activement à détruire la Russie. Scott Ritter, le secrétaire au Trésor, pense qu'il peut mettre la Russie à genoux, qu'il peut détruire physiquement l'économie russe. Et c'est ce qu'il veut faire. Il est soutenu par des membres du Congrès. Lindsey Graham en fait partie. J'ai simplement pensé que c'était Trump qui disait « D'accord, parlez fort et nous maintiendrons la pression sur les Russes jusqu'à ce que nous obtenions cet accord, puis j'interviendrai pour tout arranger. » Mais il semble que non. Le président Trump ait été derrière ce plan d'étranglement économique depuis le début, que tout ce qu'il faisait avec la Russie était un mensonge. C'était une mise en scène. Cette histoire de l'Alaska n'a jamais été sérieuse. Franchement, parfois ça me dépasse. Julia Gurganus était l'ancienne responsable nationale du renseignement pour la Russie-Eurasie en 2016 et elle a dirigé l'évaluation de la communauté du renseignement de 2017 qui affirmait que Donald Trump collaborait avec les Russes pour voler l'élection de 2016. Elle savait que c'était un mensonge. Elle a falsifié les renseignements. Et puis, quand il a semblé qu'elle allait être dénoncée, ils l'ont mise dans une sorte de semi-retraite. Elle restait officier de la CIA, mais ils l'ont placée dans l'un des think tanks de Washington, D.C. Eh bien, elle a été retirée de ce think tank. Peu avant que cela n'arrive, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, a subi un blanchiment d'urgence. J'imagine qu'il avait découvert que Tulsi Gabbard se préparait à publier le rapport Gates et d'autres rapports qui allaient révéler la tromperie et la criminalité de la communauté du renseignement dans la fabrication d'un dossier contre Trump concernant la Russie. Il a donc publié un mémorandum déclassifié de 5 pages,
qui donnait essentiellement à Julia Gorganus un certificat de bonne conduite. C'est une femme qui a déclaré publiquement « Je déteste Donald Trump et je veux faire tomber Donald Trump ». Mais il l'absout et elle se retrouve dans l'avion à informer Donald Trump alors qu'il se rend pour rencontrer Poutine. Je pensais autrefois que c'était simplement une grosse erreur. Je crois maintenant que Donald Trump savait que cette femme détestait la Russie et que lui, Donald Trump, avait réussi à rallier la CIA en leur disant « Non, 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 je ne suis pas un agent russe. Je suis le pire ennemi de la Russie. Je suis le pire cauchemar de la Russie. Dites-moi ce que je dois faire pour piéger Poutine. » Je crois que Trump est allé en Alaska pour piéger Vladimir Poutine. Et comment le piéger? En utilisant Kirill Dmitriev. On crée cette idée artificielle selon laquelle les sanctions peuvent être levées et lorsqu'elles le sont, cela va marquer une glorieuse renaissance économique pour la Russie et les États-Unis. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Poutine y croit, revient et il commence à organiser des réunions. Vous savez, nous voulons revitaliser la production pétrolière dans le Nord. Ah, eh bien, appelons le maire et le gouverneur. Formez un comité et dites-nous ce qu'il faut faire. Quelles sont nos priorités absolues? Et les gens commencent à planifier les jours meilleurs qui sont censés arriver. Et ils commencent à dépenser cet argent avant même de l'avoir. Ce que vous avez fait là, c'est mener une guerre psychologique. Vous avez créé une 5e colonne à l'intérieur de la Russie, des gens qui attendent désormais la levée de sanctions, qui, soit dit en passant, ne seront jamais levées. Mais ensuite, Trump dit qu'elles ne seront pas levées à cause de Vladimir Poutine. C'est lui. Je ne suis pas content de Poutine. Je pense que Poutine est le problème. Je pense que Poutine, c'est ceci. L'idée est de créer un fossé entre Poutine et les élites politiques et économiques désormais fascinées par la perspective d'une levée des sanctions. C'est ce que Donald Trump a fait. Radcliffe, lui, n'a pas mené ces actions. L'article du New York Times est sorti à un moment intéressant, car il a littéralement coïncidé avec la tentative d'assassinat contre Poutine. Je pense que l'article avait peut-être à l'origine un autre titre et certains paragraphes qui ont ensuite été supprimés, car, selon moi, il disait en substance « Regardez ce que nous avons fait. Nous sommes la CIA. Nous faisons cela depuis le début. » Puis, lorsque l'opération a échoué et que les Russes l'ont découverte, ils l'ont modifié. Mais ils n'ont pas changé l'article lui-même. La CIA a dû collaborer ouvertement avec le New York Times pour ce reportage. Il s'agit d'informations hautement classifiées. L'idée que la CIA permette à l'Ukraine de frapper la capacité de raffinage du pétrole russe, des composants précis, avec un tel niveau de précision, est remarquable. Et la CIA fait cela à un moment où le président parle de l'esprit de l'Alaska. Cela signifie que c'est un coup monté. C'est un mensonge. Il n'y a jamais eu d'esprit de l'Alaska. La CIA est en guerre avec la Russie aujourd'hui. En guerre avec la Russie. La CIA tue des Russes. Scott Ritter, secrétaire du département du Trésor, est en guerre avec la Russie, essayant de détruire l'économie russe. Marco Rubio est en guerre avec la Russie, cherchant à l'isoler. Rappelez-vous, Rubio porte 2 casquettes, et c'est là que réside la perfidie ultime. Car il peut être secrétaire d'État et dire « Hey, nous sommes tous pour la diplomatie ». Tu te souviens de sa petite remarque sarcastique? « Hey Sergueï, comment ça va ?» Comme s'il était ami avec Sergueï Lavrov. Il ne l'est pas. Il déteste Sergueï Lavrov. On sait qu'il déteste Sergueï Lavrov parce qu'il a dit qu'il détestait Sergueï Lavrov. Il déteste tous les Russes. Mais il fait semblant d'être diplomate. Ensuite, il enfile sa casquette de conseiller à la sécurité nationale, poste où il n'est responsable devant personne sauf le président. Et c'est lui qui autorise les attaques de la CIA. Tout passe par le conseiller à la sécurité nationale. La CIA passe par lui. Le département du Trésor passe par lui. Rubio mène cette campagne anti-russe en tant que conseiller à la sécurité nationale.
campaign as the national security advisor. So Donald Trump's been a liar from day one. Donald Trump a été un menteur dès le premier jour. Dès le premier jour. Et je pense que les Russes commencent à se rendre compte de cette réalité. Bien sûr, les Russes sont pragmatiques, et comme l'a dit Lavrov, ils ne mettront pas fin aux négociations ni aux discussions avec les Américains. Les Russes ne se retirent jamais complètement, mais ils n'avancent pas non plus. Les Russes ne peuvent absolument pas faire confiance à ces gens. Je veux dire, s'ils leur font confiance, alors il faut se demander, les Russes sont-ils vraiment aussi compétents que tout le monde le dit, moi y compris? On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. On ne peut pas faire confiance à Donald Trump. Et maintenant, si on ajoute à cela ces gens qui... Enfin, toute cette histoire de livre, juste pour montrer à quel point les gens sont stupides. Vous savez, le repavillonnage de ce bateau, de ce pétrolier, je crois que c'était un navire ghanéen, ou non, peut-être un navire ghanéen. Vous savez, il a changé de pavillon en cours de route. C'est pas illégal, pas normal, mais pas illégal. Mais les Russes ont utilisé une procédure qui n'a de légitimité que dans les eaux territoriales russes. C'est une sorte de disposition de droit interne, elle ne s'applique pas vraiment aux navires en haute mer. En fait, selon le droit de la mer, un navire ne peut pas avoir deux pavillons. Le pavillon sous lequel il a pris la mer est celui qu'il doit conserver. S'il change de pavillon, alors il n'en a plus. Donc les Russes se sont piégés eux-mêmes sur ce coup-là. Ce n'était pas une bonne décision, et les Russes eux-mêmes l'ont en quelque sorte reconnu. C'est pourquoi la Russie est restée silencieuse. Tout le monde dit, pourquoi la Russie reste-t-elle silencieuse? Parce qu'elle est faible. Non, ils ont fait une erreur. Ils ont réimmatriculé le navire d'une manière impossible à faire respecter. Mais le problème, c'est que l'Europe et les États-Unis interprètent la non-réaction de la Russie comme un signe de faiblesse. Et maintenant, ils parlent de s'en prendre à de véritables navires battant pavillon russe. Ce serait une erreur fatale, car la marine russe interviendrait. Les Russes sont très légalistes. La marine russe n'avait aucune autorité légale pour intervenir en faveur de ce soi-disant navire réimmatriculé sous pavillon russe, car ce navire n'avait aucune légitimité. Le navire n'avait en réalité plus de pavillon à cause de ce qui s'était passé. Mais cela ne veut pas dire que la marine russe n'interviendra pas si vous vous en prenez à un navire russe. Et maintenant, les Britanniques disent « Eh bien, nous allons modifier nos lois pour pouvoir monter à bord des navires. » Les Danois disent « Nous allons prouver aux Américains que nous sommes vraiment des membres importants de l'OTAN et nous allons monter à bord des navires. » Et les Norvégiens veulent aussi monter à bord des navires. Tout le monde veut maintenant monter à bord des navires russes. Les Russes vont vous tuer. Vous tuer. À quel point peut-on être stupide? Eh bien, c'est une question rhétorique, car nous connaissons la réponse. Très stupide. We know the answer. Very stupid.